Un produit dérivé ou contrat dérivé est un instrument financier dont la valeur est dérivée du prix d'autre chose. Concrètement, il s'agit d'un contrat entre deux parties, un acheteur et un vendeur, qui stipule un principe très simple. L'acheteur s'engage à acheter un bien au vendeur à une date future, mais à un prix fixé aujourd'hui. Le bien à l'origine de la transaction s'appelle le sous-jacent du contrat. Prenons par exemple un bien physique, comme le blé. On pourrait prendre n'importe quel autre bien, comme le pétrole, le fer, le cuivre, etc. Le produit dérivé du blé, par exemple, peut donner le droit d'acheter du blé à un prix fixé jusqu'à une date donnée. Dans ces conditions, la valeur de ce droit est directement liée au prix du blé sous-jacent. Si le prix du blé monte, alors le droit d'acheter à un prix fixe devient plus intéressant. Par contre, si le prix du blé baisse, le droit d'acheter à un prix fixe devient moins intéressant. L'origine de ce type de contrat remonte fort longtemps, puisque d'après les historiens, la première transaction ou la première marchandise à avoir fait l'objet de ce type de transaction fut l'huile d'olive dans l'Antiquité. Le principe a évolué dans le temps jusqu'à toucher dans la seconde moitié du 19e siècle aux États-Unis les marchés de céréales, comme le maïs, donc le blé, l'avoine, etc. Il existe aujourd'hui toutes sortes de contrats de produits dérivés basés sur un grand nombre d'instruments financiers différents. On peut en créer autant qu'on veut, sans aucune autre limite que l'imagination humaine. La liste des actifs sous-jacents s'est très élargie ces dernières années et peut maintenant être composée d'une action qui est cotée en bourse, d'une obligation, d'un indice boursier, comme le CAC 40 ou encore l'indice des prix à la consommation. Ça peut être un taux de change, ça peut être un taux d'intérêt concernant un prêt particulier, ça peut être un crédit, bon, avec l'exemple bien connu de ce qu'on appelle le Credit Default Swap, le CDS, qui ont été tant décriés lors de la crise de subprime de 2007. L'actif sous-jacent peut être également d'autres choses comme un événement climatique, ça peut être également une catastrophe naturelle. Donc il y a plein de sous-jacents qu'on peut être amené à utiliser. La liste est donc très longue et non exhaustive. Il faut savoir qu'il existe deux types de produits dérivés bien distincts, ce qu'on appelle les produits fermes et les produits optionnels. Les principaux dérivés financiers fermes sont les contrats de gré à gré, ce qu'on appelle les forwards, les contrats à terme, donc les futures, donc qui sont en fait des marchés organisés. Ça peut également être les swaps. Parmi les produits optionnels, on peut citer deux exemples, les options et les warrants. Maintenant que nous savons à peu près ce que c'est qu'un produit dérivé, on peut se poser la question de savoir à quoi ils servent et quel est leur intérêt et surtout pour quelles raisons ou pour quel type d'opération en fait ils sont utilisés. À l'origine, les produits dérivés ont été créés pour permettre en fait aux entreprises de se couvrir contre différents types de risques financiers. Ensuite, l'appât du gain est venu en fait pervertir, si je peux m'exprimer ainsi, ce formidable outil de sécurité, car les spéculateurs qui ne sont exposés à aucun risque se sont introduits sur le marché avec comme argument qu'ils vont y apporter de la liquidité, ce qui est globalement une excuse qui est désormais récurrente pour justifier tout et n'importe quoi sur le marché financier. L'arrivée de ces spéculateurs fait donc que les produits financiers dérivés sont utilisés pour deux opérations. Les opérations de couverture et donc les opérations de marché ou les opérations de négoce sur le marché. Les opérations de marché sur les produits dérivés, contrairement aux opérations de couverture, consistent à vendre et à acheter un instrument de produit dérivé en tant que tel, c'est-à-dire sans qu'il y ait une transaction dans le produit sous-jacent. Et on est donc bien loin en fait de l'esprit initial des produits dérivés. Les marchés dérivés ont connu
une très forte progression ces dernières années, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. La plupart des économistes reconnaissent d'ailleurs la contribution positive pour l'économie des produits dérivés, en ce sens qu'ils doivent permettre une allocation optimale des ressources et qu'ils participent également à l'efficience des marchés. Certains chercheurs n'ont pas hésité à proposer un élargissement du spectre des produits dérivés de manière à permettre la couverture de nouvelles classes de risques économiques. Malgré la reconnaissance de cette utilité, de nombreuses voix se sont élevées et s'élèvent encore pour souligner les risques que font peser ces produits sur la stabilité des marchés financiers. On pourra même dire à juste titre, puisqu'on a assisté ces dernières années à plusieurs débâcles retentissants mettant directement en cause l'usage excessif des produits dérivés et de l'effet de levier. Le problème est qu'on a transformé un mécanisme finalement assurantiel en un système de paris continuel. L'économiste John Maynard Keynes dira d'ailleurs à ce sujet en 1936 que lorsque dans un pays le développement du capital devient le sous-produit de l'activité d'un casino, celui-ci risque de s'accomplir dans des conditions défectueuses. Le mécanisme a même été qualifié d'arme de destruction massive par l'homme d'affaires américain Warren Buffett. Maintenant, accrochez-vous pour mieux comprendre la nature du problème. Comme nous l'avons vu, les produits dérivés financiers ont été créés dans un souci assurantiel. Mais l'importance des risques qu'ils supportent a conduit les banques et les assurances à chercher des garanties, c'est-à-dire qu'on va chercher une assurance pour se couvrir contre les risques qui sont causés par des produits qui sont censés couvrir d'autres risques. En un mot, on prend une assurance pour assurer une autre assurance. J'espère que vous avez compris. Ainsi, pour garantir ces risques, on va inventer de nouveaux produits financiers, desquels on tire de nouveaux produits financiers. Je vous prête 10 euros, mais puisque je risque de perdre ces 10 euros si vous êtes insolvable, je prends une assurance en inventant un nouveau produit financier d'une valeur de 10 euros. Je vends alors ce produit à 2 personnes, on va dire raisonnablement à 5 euros la part. J'obtiens ainsi mes 10 euros que j'ai prêtés, sauf que de l'autre côté, il faudra que je rembourse en fait le capital et les intérêts du nouveau produit que je viens de créer et vendre à deux autres investisseurs. Avec ce mécanisme multiniveau de protection, on a créé des dérivés des dérivés, puis des dérivés des dérivés des dérivés. Il y a eu tellement de paliers qu'on a perdu complètement la relation entre celui qui vend une assurance et celui qui en a besoin. Dans cette accumulation des dérivés, si on arrive au 8e ou 9e palier, les deux idées initiales n'ont plus aucun rapport l'une envers l'autre. Et c'est cela qui peut conduire à l'effondrement du système. Car en cas de problème, à un seul niveau, il y aura un effet cascade et plus personne ne pourra en fait honorer ses paris. Prenons l'exemple des futures, donc les marchés à terme en français. Pour mieux illustrer cet exemple, supposons que suite à une instabilité dans les pays du Golfe, une compagnie aérienne comme Air France craint une hausse du prix du kérosène à une échéance d'1 an. Afin de garder une certaine stabilité, elle décide de se couvrir par un contrat à terme qui lui garantit d'acheter ce kérosène dans 1 an au prix d'aujourd'hui. En face d'Air France, nous aurons une compagnie pétrolière comme Total qui va prendre l'engagement de vendre du carburant au prix qui a été fixé aujourd'hui. Nous avons donc un acteur qui promet de livrer le kérosène et un autre acteur qui s'engage ou qui prend l'engagement de prendre possession de cette livraison de kérosène et de l'utiliser dans ses avions. Sans ces contrats, si le prix augmente dans 1 an, Air France ferait une mauvaise affaire. Et si les prix baissent, c'est Total qui ferait en fait une mauvaise affaire.
Ce type de contrat est une chose, disons, excellente, car il produit une certaine protection pour tout le monde contre les aléas géopolitiques ou naturels. Ce qu'on a laissé faire sur ce marché, c'est d'accepter des gens qui n'ont absolument rien à y faire. Ce qu'on appelle les gens qu'on appelle simplement les non-commercials. Et ce sont des gens qui n'ont pas de carburant à offrir, donc qui ne vendent pas. Des gens qui n'ont pas de carburant à prendre possession, car ils ne sauront même pas quoi en faire. Ces gens, ils viennent donc sur ce marché uniquement pour jouer et gagner de l'argent et faire des profits sur la variation du prix qui aura lieu en fait sur le kérosène. Pour compliquer tout, les nouvelles règles comptables ont sorti les produits dérivés du bilan des entreprises. Donc, étant dans le hors bilan, en fait, ils deviennent simplement inaccessibles aux commissaires aux comptes qui ne peuvent plus en fait les contrôler ni les suivre. La complexité qui a rendu ce système difficilement maîtrisable a conduit les financiers à se rapprocher des mathématiciens, à la recherche de formules miracles pour modéliser les risques et contrôler le système. Sauf qu'avec les mathématiques, ou comme dans la plupart des travaux de recherche, on ne fait qu'une projection dans l'avenir de ce qu'on a observé dans le passé. Dans le cadre des mathématiques, le périmètre est bien défini, avec des opérations à déclenchement par seuil. On va raisonner par exemple en disant si la variation du prix atteint un certain seuil, alors j'engage telle ou telle action, je vends, j'achète et ainsi de suite. Le problème est que dès qu'on sort de ce cadre qui est prévu, ce qui est parfaitement possible, puisque les choses ne se passent pas forcément ni exactement comme ça devait se passer, et aussi parce qu'on a toujours une incertitude radicale quant à ce qui va se passer dans l'avenir. À l'école, nous avons appris ce qu'est la loi normale. Et avec une courbe de Gauss, on essaie de calculer la probabilité qu'un événement arrive. Dans le cadre des mathématiques, puisque on se base sur le passé pour prévoir l'avenir, on est bien dans le domaine de ce qu'on appelle la loi des grands nombres, qui stipule que lorsque le nombre de preuves d'un événement tend vers l'infini, la fréquence d'apparition de cet événement tend vers sa probabilité. Sur le marché financier et dans le domaine des produits dérivés, les choses ne se passent pas comme ça. Elles se passent complètement de façon différente, car il y a trop d'interactions sur ce marché pour qu'un tel système puisse fonctionner. Les agences de notation, encore elles, sont au cœur de ce système financier complexe. Car lors de la dernière crise financière, par exemple, elles ont très bien noté ces produits titrisés, ces produits dérivés titrisés, perclus de fraude. Le 9/10 des produits titrisés, des produits dérivés, contenaient en fait des produits subprime qui disposaient en fait de la note maximale, c'est-à-dire le AAA. Ce qui au fond ne leur a jamais en fait gêné, puisqu'il leur a suffi simplement d'expier leurs fautes au nom du premier amendement de la Constitution américaine et de dire que les notations n'étaient pas en fait des actes financiers, mais simplement de pures opinions. En conclusion, on peut dire qu'il y a deux opérateurs sur le marché des produits dérivés, ce qu'on appelle les commercials et les non-commercials. Les spéculateurs font partie des non-commercials, car ils créent artificiellement, par leur pari, un risque qui n'existait pas. Ils parient sur la hausse ou la baisse des prix, et au final, il y a toujours un gagnant et un perdant. Le perdant pourrait être probablement endetté vis-à-vis de quelqu'un d'autre, donc il ne pourra pas rembourser cette personne-là. Le troisième spéculateur aussi s'était engagé d'une certaine manière envers quelqu'un d'autre, ainsi de suite, jusqu'à provoquer en fait une réaction en chaîne où les choses peuvent s'écrouler. C'est donc un risque trop grand qu'il ne faut juste pas prendre. Merci pour votre attention.